En fait, Editis, c'est le nom social du groupe qui rassemble plus d'une quarantaine de maisons d'édition qui, sur l'année 2013, a, dans les 10 meilleurs titres, eu 8 positions à travers que ce soit des grands formats ou des formats de poche, des auteurs connus comme Murakami, comme Lévy ou comme Guillaume Musso, pour en citer 3 d'entre eux. Un petit mot rapidement sur la deuxième entreprise qui est présente DCNS. et représentée par Didier. DCNS, alors qu'il ne se traduit pas. Alors tout le monde a envie que je dise qu'est-ce que ça veut dire les initiales DCNS. DCNS, donc c'est une très grande entreprise française, un grand groupe français qui construit des bâtiments à la fois de surface et des sous-marins pour la marine nationale et pour les marines étrangères de manière générale. Donc on est sur un marché de niche, mais des grosses niches. Parce que pour le coup, ils sont gros les bateaux et les sous-marins. Voilà, en très résumé, ça représente le groupe des CNS, 13 000 salariés dans le monde, principalement en France, 10 000 salariés en France, une quinzaine de sites. De la production, donc j'ai la chance d'avoir 50% des salariés qui sont des ouvriers de production et où on fabrique toujours en France les bateaux et les sous-marins avec des tourneurs, des fraiseurs, ce qui nous change des métiers d'ingénieurs hyper pointus, mais que nous avons aussi pour 50% du reste des salariés, puisqu'au-delà des navires, encore une fois, que ce soit des bateaux ou des sous-marins, il y a énormément d'électronique, d'électromécanique, mais également de l'informatique, puisque les bateaux et les sous-marins, non seulement se dirigent avec de l'informatique, mais doivent aussi décider de beaucoup de choses, parce qu'il y a des armes aussi qui se trouvent sur ces bateaux et ces sous-marins. Donc on a besoin de beaucoup d'informations pour décider. Ça, c'est des ingénieurs qui font tous ces logiciels de commande de bateaux ou d'armement. Les armes ne sont pas en démonstration. On trouve des Google Glass. Non, et nous ne construisons pas les armes chez des CNS. Voilà. Bon, Stéphane, je pense que tout le monde connaît le groupe Accor. Rappelle peut-être des quelques marques à l'intérieur de cette marque ombrelle Accor. Bonjour à tous, pardon. Donc le groupe Accor, c'est 170 000 collaborateurs, c'est une douzaine de marques hôtelières, Sofitel, Pullman, Mercure, Novotel, Ibis et j'en passe, pour les plus importantes. 92 pays d'exploitation. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Déjà, Stéphane n'est pas venu en t-shirt noir et pieds nus, contrairement à M. Bazin lors de la conférence de presse. Ça prouve donc qu'il est bien DRH et non pas directeur général. Alors, on va lancer cette table ronde autour de cette idée de digital, transformation digitale grâce à la fonction RH. De toute façon, c'est le thème du jour, mais avec cette petite keynote, on va essayer de réunir 3 thématiques. J'avais écrit un article, heureusement, aucun DRH ne l'a lu, qui s'intitulait « Le DRH doit comprendre le digital ». C'est un article que j'ai écrit il y a 4-5 ans. C'était peut-être de ma part en même temps une ardente obligation que je lançais. Je suis chasseur de tête, je suis également délégué général du club des DRH du net que je lançais à mes clients. Et puis c'était aussi un constat d'écart, de compréhension ou d'adéquation qui existait entre l'offre et la demande exprimée par les salariés à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Et puis cette table ronde, Jean-Noël, ici présent, l'a intitulée, il est dit « accompagner ». Accompagner, c'est un verbe un peu passif. Donc j'aimerais vous laisser la parole tous les 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme qui est que le DRH doit accompagner ? Il ne peut pas faire mieux qu'accompagner, Didier ? Alors sinon, il aurait dû mettre diriger la transformation digitale. Du coup, ça aurait été peut-être un peu prétentieux. Voilà, Godefroy est revenu sur scène et il nous aurait peut-être dit que le rôle de direction n'est pas forcément global. C'est pas forcément. Alors, c'est difficile de généraliser. Voilà, ça dépend des entreprises, ça dépend des contextes. Maintenant, oui, moi, je suis certain qu'on fait plus qu'accompagner. Alors, en tout cas, dans les expériences que j'ai croisées jusqu'à maintenant, parce que je vais en être à ma 3e. Transformation d'entreprise où les ressources humaines ont probablement un rôle très très important à jouer. Oui, on peut être à l'origine de la transformation digitale d'une entreprise. Moi, je l'ai croisé comme ça chez Alcatel-Lucent à un moment donné. Alors, sous l'impulsion très forte d'une direction générale, c'est pas non plus le DRH tout seul qui décide. Je l'ai croisé de manière très très forte chez CGI il y a encore quelques mois, puisqu'on a été jusqu'à porter le changement de marque Logica vers CGI à travers la marque employeur et exclusivement la marque employeur. Et là, pour le coup, la marque employeur, elle avait bien été créée par les équipes RH. Et le fait qu'une direction générale, en plus à l'étranger, décide de porter cette transformation à travers la DRH, c'est probablement qu'on avait fait plus qu'accompagner. Voilà, oui, on fait plus qu'accompagner. On fait aussi, je pense, on détecte un certain nombre de choses qui font qu'on n'est pas que dans l'accompagnement.
On y reviendra certainement, mais je pense que notre rôle, il est de détecter ce qui est en train de se passer dans les personnes qu'on va recruter potentiellement, qui vont rejoindre l'entreprise, et mettre en garde nos directions, mais aussi aider nos managers à grandir par rapport à ces nouveaux clients qui vont, enfin les clients salariés qui vont arriver dans l'entreprise, parce que c'est pas inné que les managers se transforment tout seuls. Et là, pour le coup, on va être vraiment dans notre métier de RH en faisant de la transformation managériale. Aymeric, si vous deviez changer le verbe, moi, j'aurais pas changé le verbe, j'aurais changé le singulier de la transformation. Les plutôt transformations. Les transformations. Parce que, comme le disait Didier, il y a des transformations clients, des transformations salariés, des transformations RH, des transformations équipes. Et en particulier sur la vision RH, la transformation digitale a amené pour moi trois actions majeures qui sont un développement de la curiosité qu'on doit avoir, parce que l'univers du digital nous amène et amène aux salariés beaucoup d'informations, corrélées immédiatement à une notion de surprise, parce qu'on doit les surprendre encore plus, étant donné qu'ils ont accès à des informations auxquelles hier ou avant-hier ils n'avaient pas accès, tout en liant une notion de transparence, dans le respect évidemment de la législation. Et donc, accompagner la transformation digitale, j'aurais plutôt mis au pluriel. Mais l'intitulé est tout à fait correct également. Bon, comme l'intitulé est correct, on va lancer ce correct ensemble avec Stéphane. Il y a trois publics pour la fonction RH. Il y a les salariés de l'entreprise, il y a le public de la fonction RH elle-même qui est en pleine transformation, et puis il y a les publics externes, le grand public, les salariés potentiels, les autres cadres. On va peut-être illustrer tout de suite cela avec Stéphane sur le plan des projets que vous avez lancés au sein du groupe Accor vers ces publics externes que sont les salariés, les jeunes diplômés, futurs salariés, futurs diplômés peut-être aussi. Ok, donc je ne vais pas présenter tous les projets parce que non, ne suffiront pas. Il y a quand même un projet phare. Oui, il y a un projet phare, mais ce qui est important, c'est que de toute façon, l'interne est absolument prépondérant. C'est-à-dire qu'il ne peut rien se passer vis-à-vis de l'externe si on ne travaille pas l'adhésion interne. Puisque l'interne procure finalement les illustrations et les preuves de nos promesses à l'externe. Donc quand on travaille ce sujet-là, on travaille bien sûr une cohérence interne-externe et un certain nombre de systèmes et de projets à l'interne et à l'externe. En ce qui concerne l'externe, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Donc moi, je vais peut-être expliquer un petit peu comment on est organisé pour comprendre un petit peu. Donc moi, j'ai un département qui est le département de la marque employeur, ex-département marketing RH du groupe Accor, qui est particulièrement important. J'ai peu de concurrents qui ont un département aussi important. Un chiffre peut-être, quel est votre staffing ? J'ai 12 personnes. 12 personnes. J'ai 12 personnes dans mon équipe. Avec quels métiers qui sont représentés ? En fait, j'ai 3 pôles. J'ai un pôle web et médias digital RH. J'ai un pôle communication et événements RH qui, lui, va être centré sur l'interne et travailler tous les éléments d'adhésion interne. J'ai un pôle partenariat école qui est chez moi, donc on gère les partenariats école, on gère les groupes de discussion avec les étudiants et la cohésion avec les étudiants. Et j'ai une direction projet qui m'est rattachée sur l'ensemble des projets transverses groupes qui ne sont pas forcément liés à ces 3 départements. Alors il y en a un qui est très d'actualité puisqu'on a annoncé le plan digital il y a 3 jours et que dans le cadre du plan digital, il y a un projet RH, Employee Friendly, et la personne en charge du projet digital dans le plan digital est la direction projet chez moi. Voilà. Donc en ce qui concerne l'externe, donc c'est surtout le pôle et médias RH et médias digital RH qui est en charge de la communication externe RH. Donc en fait, on a monté tout un écosystème. Donc on a un outil phare qui s'appelle Accor Job, qui est un outil maison. Qui est un outil qu'on a monté, qui est monté par la DGSIT, qui est animé par la DGSIT et nous-mêmes. Pour vous donner un exemple, c'est un gros bébé, puisque nous avons 6 millions de visites sur l'outil, nous avons 600 000 CV déposés et 2000 offres en temps réel sur l'outil. Donc si on compare un gros job board type APEC, Monster, c'est en dessous, mais c'est comparable. C'est en dessous, mais c'est pas mal. C'est en dessous, mais c'est pas mal. Et à partir de là, on a monté tout un écosystème où tout converge à aller sur Accor Job. Donc on a créé un Facebook Accor Job, Twitter Accor Job, LinkedIn géré par nous, YouTube avec 2 canaux RH gérés par nous, et Pinterest Accor Job. Et également la page carrière de Accor.com, qui est donc le site institutionnel, est géré par nous. Ce qui veut dire que tout ce système-là s'appelle, se répond, est en résonance et se construit en complémentarité d'informations. Et tout ça alimenté par une communauté RH
interne, puisque nous avons un intranet communautaire, une communauté RH interne qui alimente l'ensemble des informations qui vont être drivées en community management par nous sur l'ensemble des canaux. Et j'intègre dans le community management les différents éléments gérés par les écoles, et notamment un groupe d'étudiants qui s'appelle Students at Accor, qui est géré en community management également par nous. Voilà, donc on gère énormément de... L'idée, c'est de gérer de l'audience, c'est de développer aussi le nombre de portes d'entrée, puisque Facebook, AccordJob est en 13 langues, donc géolocalisé. AccordJob est lui-même en 13 langues, là on est en train de développer le coréen. Voilà, donc il y a une multitude de portes d'entrée pour augmenter le maximum la résonance et la réputation et la visibilité de tout ce qu'on fait chez Accor. On a parlé outils, on a parlé message. J'aimerais qu'on revienne à cette dichotomie entre le message et l'outil. Quel outil pour quel message et quelle cohérence de message entre l'interne et l'externe, avec des autres intervenants, avec Didier et avec Aymeric, dans le cadre de leurs sociétés respectives et peut-être passées, parce que Didier, tu as aussi des choses à dire par rapport à ce que tu as connu juste avant dans ton parcours professionnel. Ce que j'entendais du coup me faisait l'écho aussi de ce que je vis aujourd'hui, parce qu'on n'est peut-être pas toujours... obligé, on n'est peut-être pas toujours en capacité d'avoir l'ambition qu'a Accor aujourd'hui. Et les moyens, peut-être. Alors, j'allais y venir. Parce que je me dis, dans la salle, si vous avez tous autant de moyens qu'Accor, vous allez rentrer chez vous en disant, bon, voilà, il me faut ça, etc. Non, ce qui est formidable. Enfin, je veux dire, là, Stéphane nous a traumatisé. On a l'impression d'un rouleau compresseur. 12 personnes, 22 millions, on a dit. Ce qui est intéressant entre la cohérence entre l'interne et l'externe, c'est que la première question qu'on peut se poser en tant que RH, c'est déjà est-ce que mes salariés sont prêts à la transformation que je vais leur proposer. Et là, finalement, la transformation digitale n'est rien d'autre qu'une transformation de l'entreprise, comme plein d'autres projets. C'est pour ça que tu disais au pluriel tout à l'heure, et je suis assez d'accord avec toi. Je prends un sujet qui est beaucoup moins sexy que ce qu'on vient de décrire. Dans l'aventure de DCNS, on a décidé de changer, je ne veux pas vous faire la claque sur le système d'information parce que ce serait très ennuyeux. N'empêche quand on a un public d'ouvriers ou de production, par exemple, je ne suis pas certain qu'immédiatement la notion de cohérence de là où on postule, le site internet, le dialogue en digital dans l'entreprise va être la première chose qu'on va mettre, la première brique en fait, qu'on va mettre en avant. Ne serait-ce que déjà 50% de la population n'a pas forcément un PC en propre. Et donc, du coup, le mode de communication ou d'échange, quand on parle de self-service RH, il faut le penser un petit peu différemment. Et on fait la même chose. Je prends l'exemple concret de ce qu'on vient de déployer, la dématérialisation de la fiche de paye. Ça a l'air d'être comme ça très évident. Il y a finalement assez peu d'entreprises qui le font. Et le coffre-fort numérique. C'est une des premières transformations digitales de l'entreprise. Et quand on fait ça, on se dit oui, mais est-ce que les salariés vont y aller ? Et moi, je me souviens des premiers échanges il y a quelques semaines là-dessus. On disait oui, mais dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que dans la vie quotidienne, on a déjà de la dématérialisation ? Est-ce qu'on a déjà des coffres-forts numériques ? Et quand vous posez la question autour de vous, il y a 50% de l'assistance, c'est pas 70% qui va dire ah bah oui, bien sûr, j'ai dématérialisé mes relations avec la banque, avec la sécurité sociale, etc., etc. Et pour autant, tu as senti des résistances ? C'est-à-dire, tu parles d'une adhésion parce que justement, le citoyen, le consommateur est habitué à cela. Oui. Mais parmi les salariés ou dans les couches intermédiaires de management, est-ce que tu as senti des résistances par rapport à ce projet ? Moi, j'ai senti surtout des résistances dans la fonction RH. Dans la fonction RH. Parce que quand on dit piloter au lieu d'accompagner ou diriger à la place d'accompagner, on se met nous-mêmes en avant. C'est-à-dire que, comme rarement, il y a finalement peu de sujets où on va peut-être être autant en avant dans le pilotage de l'entreprise. Et là, en l'occurrence, on se dit, on va y aller, mais on va peut-être annoncer que seulement 20% des salariés vont accepter la dématérialisation de la fiche de paye et le coffre-fort électronique. Et la réalité, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours se demander est-ce que les salariés sont prêts. La réalité, c'est qu'en un mois, on atteint déjà plus que 30% très, très, très facilement parce que les salariés sont prêts. Et notre rôle de RH, si on en vient vraiment au cœur de notre discussion, c'est bien d'être capable de détecter qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, est-ce que je suis en résonance avec ce que je veux faire en interne dans l'entreprise et est-ce que ça va faire sens. Et si ça fait sens, on conduit une transformation d'entreprise, une transformation managériale des compétences comme on le fait sur plein d'autres sujets. Quand on fait une transformation métier, finalement, en RH, on se pose beaucoup moins de questions. Dans notre environnement, on accompagne, on met du coaching, de la formation et ça va se faire naturellement. Le digital, c'est probablement exactement la même chose. C'est une sorte de révélateur. Aymeric ? Oui, de révélateur. C'est-à-dire que dans l'édition, quand on imagine digital, on pense tout de suite livre numérique, e-book. Et une des inquiétudes des salariés, notamment des éditeurs, ça a été de se dire mon métier va disparaître avec l'e-book et avec l'arrivée
nouveaux acteurs pure players numériques qui viendront manger finalement l'édition dite traditionnelle. Et après avoir échangé avec les uns les autres, on a trouvé que l'arrivée du digital, finalement, faisait renaître l'éditeur au cœur de son activité pour 2 raisons simples. La première raison, c'est il y a une centaine d'années, quand Ernest Ground, par exemple, a fondé les éditions Ground, il était rue Mazarine libraire, et il était éditeur et il était imprimeur. On a perdu la relation avec nos lecteurs, parce que les librairies, et aujourd'hui avec le digital, on la retrouve. On a un peu été monopolistique sur la relation avec l'auteur. Aujourd'hui, avec le digital, on est obligé de les séduire davantage, de leur apporter une vraie plus-value, parce qu'ils peuvent s'auto-publier. Alors, je ne dis pas que s'auto-publier égale succès, mais en tout cas, c'est possible. Donc, le digital a amené finalement auprès des éditeurs du groupe Editis, que ce soit sur la partie littérature ou que ce soit sur la partie éducation, un recentrage sur leur cœur de métier qui est trouver un auteur, trouver une idée, accompagner cet auteur-là pour sa réalisation, faire de l'editing, et puis après le diffuser, que ce soit sur du papier, que ce soit sur une tablette ou un support numérique. L'impact du digital va bien au-delà du processus de vente, de la dématérialisation de l'ouvrage et de la montée en puissance du e-commerce. Elle transforme d'autres métiers plus en amont de cette chaîne de valeur au sein du groupe Editis. C'est ça, c'est-à-dire que sur les métiers éditoriaux, elle les recentre finalement sur leur cœur d'activité. Par contre, ça a amené sur d'autres métiers, notamment la fonction RH, à créer ce qu'on évoquait là, avec des moyens beaucoup plus modestes, des pages Facebook, des pages Twitter, pour pouvoir rentrer en résonance avec l'idée d'un côté que l'édition se transformait et allait vers le numérique, et que de l'autre côté, on n'ait pas l'impression que les équipes RH soient complètement décalées par rapport à ça, d'où la création de ces pages Facebook et Twitter. Et pour l'anecdote, une des remarques sympathiques de certains candidats qui me disent si les RH sont sur le numérique, ça veut dire que l'entreprise est aussi numérique. Alors comme je suis positif, je trouve que c'est un compliment, et je le prends vraiment comme ça. Oui, mais enfin, Aymeric, vous tweetez depuis des années et des années. Vous êtes suivi par pratiquement le reste du monde. Avec Didier, vous avez un concours, tous les deux. Oui, c'est ça. Le reste du monde. Surtout le reste du monde. La marque employeur Editis, est-ce qu'on peut la définir? C'est pas aussi massif qu'Accor, qui a d'autres moyens, qui est une marque mondiale. Mais pour autant, est-ce qu'on peut essayer de savoir comment tu la raffines également par l'intermédiaire du digital? Est-ce que le message est un petit peu différent? Est-ce qu'il permet de toucher d'autres cibles? Alors, on est à mi-chemin, en fait, parce que jusqu'à présent, lorsque vous vouliez travailler dans l'édition, c'est toujours par passion, évidemment, mais c'est aussi parce que vous étiez attaché en particulier à une marque. Vous vouliez aller chez Plon, vous vouliez aller chez Nathan, etc. Aujourd'hui, on voit que les jeunes éditeurs sont davantage attachés à l'univers de l'édition qu'à une marque. Donc, on doit davantage aujourd'hui communiquer sur le groupe Editis et les possibilités d'évolution qu'on a, je parle en communication employeur, que sur telle ou telle maison. C'est pour ça qu'on avait lancé, quand j'étais sur le pôle littérature, une page Facebook qu'on a nommée Editis Littérature. Et aujourd'hui, je lance une page Editis RH et Editis RH sur Twitter et sur Facebook pour globaliser la chose. Mais le test, suite à ta première question, est tout à fait révélateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Editis n'est pas suffisamment connu, pas encore connu. Stéphane, à l'international, il y a aussi forcément des moments où la marque employeur se sculpte, et puis aussi où vous pouvez viser de nouvelles populations. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques initiées par le groupe Accor en termes de communication vers ses publics internes, salariés, ou vers ses publics externes, futurs salariés éventuels ou d'autres partenaires, écoles, à l'international? Oui, alors je voudrais juste revenir sur la question de moyens, parce qu'on est quand même très ingénieux et on essaie d'être agile parce qu'on n'a pas les moyens qu'on souhaiterait, bien évidemment. Et ce qui est très particulier, c'est que normalement le pôle école n'appartient pas normalement à la marque employeur, il appartient plutôt à la mobilité, à la gestion des talents. Et là, c'est très particulier parce qu'on valorise énormément la réputation autour du pôle école. Et justement, dans ce pôle-là, il y a énormément de choses qui interviennent au niveau international, puisqu'on lance un très gros challenge de l'innovation via l'ensemble des réseaux d'écoles internationales qui s'appelle Take Off, qu'on lance une fois par an. Take Off, c'est
300 écoles répondantes, c'est le monde entier, c'est 150 projets innovants, c'est 5 écoles invitées. L'année dernière, c'est 5 écoles lauréates invitées. L'année dernière, c'était la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, le Nigeria, et j'ai oublié les 2 autres pays. Donc on fait comme ça un certain nombre de manifestations à résonance internationale, et en termes de challenge, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que vos patrons, le directeur général, Godefroy intervenait tout à l'heure, vous parle ROI? Est-ce qu'à un moment ou un autre, on vous a dit c'est super de digitaliser la fonction RH, mais comment on mesure le résultat de l'action? La question est bien sûr pour tous les 3. Et comment faites-vous quand on vous pousse dans vos retranchements et qu'on vous dit allez, mesurons? Il y a tout le temps cette question, alors, quel que soit le sujet RH, quand vous dépensez de l'argent en formation, vous en dépensez toujours trop. Donc chaque année, au moment du budget, les premières choses qu'on rabiote, c'est les éléments de formation, qu'on finit d'ailleurs toujours par dépenser après, mais c'est pas grave, c'est une espèce de jeu avec les opérationnels où on diminue la formation, comme ça mon budget passe, puis je le dépense finalement dans l'année. Donc oui, sur ces sujets-là, il y a toujours une question de ROI. Alors, c'est un piège probablement parce que l'image, alors il y a probablement des meilleurs professionnels que moi sur le sujet, mais c'est quand même difficile à mesurer de manière très très concrète. On essaye plutôt de retourner le sujet en disant oui, mais si on n'y est pas, qu'est-ce qu'on perd ? Et qu'est-ce qu'on a comme pratique aujourd'hui qui nous montre que ne pas être présent dans l'environnement digital, ne pas s'exprimer à l'extérieur va nous porter préjudice. C'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les études, par exemple, qu'on fait, si on parlait de marque employeur, tous les questionnaires qu'on peut avoir sur les jeunes diplômés. Ça dit beaucoup de choses très simples. Moi, j'ai souvenir, en arrivant chez des CNS, qu'on parlait de gagner 10 places dans les classements étudiants. En fait, il y avait tout dans les conclusions. C'est-à-dire que pour gagner 10 places, en fait, il fallait faire ce qu'on ne faisait pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas de page Facebook. Enfin, il y en a une entreprise, mais pas forcément au sens RH. Il n'y a pas de compte Twitter avec qui on peut dialoguer. C'est quoi la vraie vie de l'entreprise? On ne la connaît pas. Ça a l'air d'être très secret, etc. Donc, tous les éléments sont là. Par contre, est-ce que l'entreprise a la maturité pour y aller et se poser les bonnes questions? Ça, c'est un autre sujet. Et ça ne se traite pas avec du ROI. Parce que là, en l'occurrence... on pouvait éventuellement mettre de l'argent sur la table, mais ça n'aurait pas solutionné le cas de je ne suis pas mature en interne et je risquerais de montrer en externe quelque chose qui n'est pas la réalité de mon entreprise. Donc on est aussi garant de ça au-delà du ROI, de pas se laisser émerveiller par des budgets de communication à un moment donné qui pourraient nous faire des choses qui ne nous serviraient pas sur le moyen terme. Parfait. Émeric, ta réponse par rapport à je suis tout à fait ultimatum du ROI? Oui, je suis d'accord avec Didier. Après, moi, une des choses que je fais régulièrement, c'est qu'après ce type de manifestation, je n'hésite pas à transmettre au DG les différents contacts que j'ai pu avoir à la suite de ça. Donc le nombre de connexions LinkedIn complémentaires, les nombres de CV reçus, les questions et autres, qui aussi est un retour sur investissement du temps passé ici avec plaisir pour échanger avec les uns les autres. Donc il y a cette mesure-là qui est une mesure un petit peu moins financière qu'on peut également établir. Donc, je vais dire rien de nouveau en ce qui me Rendez-vous concerne. dans un an, vous serez comptable de tous les investissements que vous avez présentés. Bien sûr, c'est le nombre. Moi, je vois sur cette partie-là, et notamment sur les écoles, c'est le nombre de stagiaires qu'on staffe sur l'ensemble de l'international, puisque c'est drainé par les écoles et on touche à peu près 4000 stagiaires, on envoie 800, on en place 200. Et c'est un réseau qui finalement, en termes d'investissement, là pour le coup, est extrêmement minime, d'alimenter toute cette communauté d'écoles. Il y a un élément intéressant, j'avais un débat intéressant la semaine dernière avec des directeurs de pays sur l'opportunité de développer une page carrière LinkedIn dans le pays. Il me dit oui, mais c'est quoi le bénéfice? Parce qu'en fait, ça coûte, et c'est quoi le bénéfice? Et donc, on a travaillé sur l'audience et on regardait la problématique du recrutement dans le pays, la problématique de sourcing. On dit quel intérêt que tu as à toi à développer une audience systématiquement alertée dès que tu pousses tu pousses un job. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas le recul nécessaire pour te dire combien ça te fait gagner. En revanche, crois-moi, l'audience va faciliter ton sourcing. J'avais une toute dernière question, celle du futur. Portrait robot du DRH dans 5 ans, 6 ans, qualité nécessaire, et puis aussi celle des autres métiers très digitalisés qui pourraient apparaître dans l'organigramme de la direction des ressources humaines, en étant visionnaire, 4-5 ans. Donc on ne va pas trop loin.
Ouais, enfin 4-5 ans, oui, c'est demain ça. Hein, donc, Oui, si tu veux prendre des risques, comme non, je mais sais je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais aime bien parler des années 2020, on voit en 2025. filigrane, alors j'ai pas assisté à tous les débats depuis ce matin, mais on voit en filigrane de ce qu'on dit, c'est que probablement il y a une dimension importante de notre job qui n'était pas forcément une évidence il y a encore quelques années, c'est cette dimension externe. C'est d'arriver à puiser à un moment donné dans l'externe, dans les tendances qui sont en train de se développer, des éléments pour faire grandir des programmes RH dans l'entreprise. Donc ça, c'est probablement des choses qu'on n'apprend pas non plus à l'école. Et quand vous posez la question sur c'est quoi un DRH dans votre entreprise, probablement que la première chose qu'on vous dira ne sera pas aller en externe, parler de la boîte, être porteur des valeurs de l'entreprise, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie dimension. Je pense vraiment qu'on n'a pas le choix. Les médias sociaux au sens large font que cette nécessité d'expression sur les valeurs, sur du contenu sincère, fait que le DRH doit être à l'extérieur de l'entreprise. Ça ne peut pas être qu'une direction de communication qui, à un moment donné, porte un message de valeur parce qu'on va le taxer de voilà, c'est un truc de com, c'est joli, etc. Et tu penses qu'elle peut sortir également, vous pensez qu'elle peut sortir également de cet éternel chapeau de la fonction support, une sorte de mal nécessaire ou de utilité marginale, et devenir beaucoup plus une fonction d'anticipation, d'accompagnement, d'anticipation, comme vous l'avez présenté? Elle n'a pas le choix. C'est-à-dire que soit la fonction RH prend l'angle qu'évoquait Didier, et notamment tout ce qui est responsabilité sociétale de l'entreprise, soit elle reste cantonnée à une gestion du personnel. Pourquoi pas? Moi, je sais vers où je veux aller. J'imagine vers où, là où on doit aller, tous ensemble. Ton DG est en phase? Il te challenge sur ça, sur cette vision? Sur lui, j'ai une anecdote amusante. La première fois que je l'ai rencontré, parce que c'est un DG relativement récent dans l'entreprise, il y a 2 ans, il m'a dit « Je te connais déjà parce que je t'ai déjà vu sur les réseaux ». Donc voilà, il y a eu un petit clin d'œil. Mais ce qui est important aussi, je trouve, c'est de réussir à garder l'agilité du passé et du futur. Hier, il y a le comité Colbert, qui est le comité qui réunit les marques de luxe, qui justement imaginait 2074. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié un livre, donc l'alliance d'une certaine tradition avec une prédiction sur le futur. Donc il ne faut pas opposer passé, futur, présent, il faut vraiment être agile. C'est peut-être le mot pour le DRH de demain. Les nouveaux métiers au sein d'une direction des ressources humaines, peut-être que Stéphane peut donner cet éclairage-là, parce qu'il a 12 personnes, il en aura peut-être 24 ou 38 lors de la prochaine table ronde dans 1 an ou dans 2 ans. En fait, moi j'ai réorganisé tout à fait récemment l'équipe, et on avait des pôles qui étaient en fait organisés par outils. Donc j'avais quelqu'un qui était responsable d'AccordJob, quelqu'un qui était responsable des médias sociaux, qui était plutôt issu de la com. Et donc j'ai créé ce pôle web digital RH, donc j'ai recruté un responsable web et digital RH, à laquelle j'ai adjoint un chef de projet web et mobile qui est spécifiquement lié au développement d'AccordJob. Donc là, c'est très spécifique. C'est cette personne qui, techniquement, va suivre les développements d'AccordJob, donc spécifications, etc. Et j'ai recruté un web rédacteur et community manager et web rédacteur d'une école de journalisme qui est en charge de la rédaction et du community management de l'ensemble de ma toile d'araignée. Voilà, par exemple. Parfait. On va conclure cette table ronde pour dire que nos DRH assument cette fonction d'accompagnement, mais qu'ils aiment avoir 2 ailerons, un aileron d'anticipation et puis un autre aileron de porte-parole externe. Merci pour votre attention.